Ok. Donc je me suis dit, pour cette fin de week-end, hein, autant vous proposer une deuxième émission sur le livre de Nesta Webster, qui a plu à bon nombre d'ailleurs, pour la première partie en tout cas, où on s'intéressait à ces sociétés secrètes, à la franc-maçonnerie, mais également à la synagogue de Satan, et ce qui pouvait être observé de tous, c'est bien par les faits historiques qu'il y a eu des organisations, des structures qui se sont rassemblées pour s'attaquer aux différents États en utilisant les peuples et en leur promettant monts et merveilles, ou bien encore en usant de différentes psychologies, pour pousser à la rébellion, à la révolte et créer une nouvelle universalité. Un communisme avant l'heure, l'idée depuis Weishaupt et bien d'autres, hein, les Illuminés de Bavière jusqu'aux Jacobins et d'autres encore hein, qui vont suivre et récupérer ces plans-là, vont s'atteler à essayer de modifier la société, qu'il n'y ait plus forcément un Dieu créateur, mais qu'il y ait des co-architectes. La main de l'homme va permettre des créations et entraîner à la suite une revendication où l'homme se réalise par l'homme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc commençons de suite la lecture. C'est parti. Dans les proclamations de Cloutz, on retrouve les doctrines de Weishaupt exprimées avec une fidélité absolue. Dans sa République universelle, le plan de Weishaupt de souder toute l'espèce humaine en, je cite, une seule bonne et heureuse famille, fin de citation, est exposé en long et en large. Je cite, un seul intérêt commun, un seul esprit, une seule nation, s'exclama Anarchassis. Voulez-vous, demande-t-il encore, exterminer tous les tyrans d'un seul coup? Déclarez donc que la souveraineté réside dans le patriotisme commun et la solidarité de la totalité des hommes, de la seule et unique nation. L'univers formera un seul État, l'État des individus unis, l'immuable empire de la Grande Allemagne, la République universelle. Fin de citation. Ou encore ceci, je cite. Quand la tour de Londres tombera, comme la tour de Paris, il s'en sera fini des tyrans. Tous les peuples ne formeront plus qu'une seule nation. Tous les intérêts ne formeront plus qu'un seul intérêt, etc. Fin de citation. C'est en outre Cloutz qui joua le rôle le plus actif dans la campagne contre la religion catholique. On rappelle, catholique veut dire universel. Et ces gens qui vraiment organisent des plans d'action, différentes stratégies pour faire péricliter l'Église, veulent universaliser quelque chose. Mais non pas le message du Christ avec un Messie qui tient la parole de Dieu et ramène à la raison et montre que l'homme est faible dans sa chair. Eux, ils veulent au contraire effacer Dieu et dire que l'homme est fort, que par sa propre chair, ses propres os, il sera fortifié et il arrivera comme ça à être dans la création. Continuons la lecture. N'inventa-t-il pas le mot septembriser, regrettant que n'ait pas été septembrisé davantage de prêtres dans les prisons? Et lui encore qui se déclara, je le cite, l'ennemi personnel de Jésus-Christ. Le fait qu'il n'avoit jamais être un illuminé ne se référa jamais à Weishaupt, fut strictement en accord avec la règle de l'ordre que l'on trouvera identiquement observée par chacun des adeptes. Je cite. Il n'y a rien que les illuminés ne craignent davantage, avait déclaré le professeur Renner devant la cour d'enquête de Bavière, que d'être reconnu sous ce nom. Fin de citation. Et une punition effrayante était promise pour toute trahison de ce secret. Ce qui nous rappelle maintenant la maçonnerie. Quand certains viennent à trahir les ordres, les secrets qui en font partie, et les implications dans les politiques, les visées historiques hein, qui sont transmises et où dans le temps ça juxtapose, on va dire, des nouveaux outils pour accompagner leur idée de révolution et de transformation du monde, ceux qui trahissent ces ordres privés, ils sont zigouillés. En tout cas, il y a le symbole comme ça, même dans leur rite, des choses déjà déclarées au grand public dans les documentaires, vous voyez bien, il y a ce symbole de si tu parles, il n'y a plus de tête. À nouveau, on ramène à la décapitation quelque chose soi-disant qui montrait que le peuple était énervé et pouvait renverser des tyrans. Ah, apparemment. Ça sert plutôt d'autres projets.
Continuons la lecture. Telle est la raison pour laquelle les historiens, ignorant des sources d'où Weishaupt tira ses théories ou désireux de cacher le rôle de l'illuminisme dans un mouvement révolutionnaire, le décrivent comme un aimable hurluberlu sans importance. En réalité, Clootz fut l'une des figures les plus importantes de toute la Révolution, si on la considère du point de vue moderne, car c'est lui, seul de toute son époque, qui donna naissance à l'antipatriotisme et à l'internationalisme, qui défait en France en 1793, triompha finalement sur les ruines de l'Empire russe en 1917. Incroyable. L'antipatriotisme, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Suffit juste que tu te dises fier d'être français et que tu portes le drapeau, c'est mal vu. Tu seras considéré comme le fasciste par essence et celui qu'il faut combattre. À la place, c'est les mêmes qui combattent le capitalisme mais qui favorisent l'internationalisme. L'un conduit à l'autre. C'est l'internationalisme de Clootz qui finit par susciter l'opposition de Robespierre. Lorsqu'au club des Jacobins de Baron, le baron prussien déclara, je cite, que son cœur était français et sans culotte. Fin de citation. Mais en même temps, proposa que, je le cite, sitôt que l'armée française serait en vue des soldats allemands et autrichiens, au lieu d'attaquer l'ennemi, ils, les soldats français, devraient jeter leurs armes et s'avancer vers eux en dansant de manière amicale. Fin de citation. C'est un suicide. Robespierre, je le cite, qui ne manquait pas d'une certaine pénétration dans sa haine, l'apostropha alors aigrement, disant qu'il se méfiait de ces étrangers qui se prétendent plus patriotes que les Français eux-mêmes, et qu'il suspectait la bonne foi d'un prétendu sans-culotte qui avait un revenu de 100 000 livres, et il finit par envoyer à l'échafaud Clootz et ses amis athéistes, Hébert, Chaumette, Ronsin et Vincent. Fin de citation. Robespierre n'était-il pas un illuminé ? Il était à coup sûr franc-maçon, et le prince Kropotkin a indiqué formellement qu'il appartenait à l'une des loges des Illuminés fondées par Weishaupt. Mais des contemporains déclarent qu'il n'avait pas été totalement initié et qu'il servit d'instrument à la conspiration plutôt qu'en avoir été un agent. En outre, Robespierre n'était pas seulement disciple de Weishaupt, mais aussi de Rousseau. Et, à l'inspiration du contrat social, il avait élaboré son propre plan qui ne prévoyait pas de détruire pour détruire, comme celui des Illuminés. Robespierre reconnaissait, certes, la nécessité de l'ample révolution sociale exposée par Weishaupt, mais alors que Weishaupt était fasciné par l'explosion et, je cite, souriait à la pensée de la conflagration universelle, fin de citation, Robespierre regardait l'anarchie simplement comme un moyen en vue de la fin qui était la reconstruction de la société, selon le plan qu'il avait élaboré en collaboration avec Saint-Just, une forme embryonnaire du système connu plus tard comme le socialisme d'État. Cette affirmation sera évidemment contestée par les socialistes, qui, pour des raisons que l'on évoquera plus loin, ont toujours nié l'origine robespierriste de leur doctrine. Il est bien exact, en effet, que les termes socialisme ne fut inventé que 40 ans plus tard. Mais il serait absurde, pour une raison aussi spécieuse, de dissocier le socialisme de ceux qui l'exposèrent en premier. Le professeur Hollard a parfaitement raison de dire que la Déclaration des droits de l'homme de Robespierre contient des éléments essentiels du socialisme français, fondé sur les principes de 1789 et que Louis Blanc popularisera en 1848. C'est pour avoir proposé ces articles socialistes, cette charte du socialisme, et non pas pour avoir vaguement déclamé contre les riches et vanté l'humilité, que Robespierre, après sa mort, aussi bien de nos jours qu'à l'époque de Babeuf, est devenu le prophète de la plupart de ceux qui, parmi nous, ont rêvé de rénovation sociale. Et il le restera jusqu'à l'époque où l'influence allemande fit temporairement oublier aux socialistes français l'origine française de leur doctrine. Dans le langage socialiste, Robespierre peut même être décrit comme plus avancé que ses successeurs français du début du XIXe siècle, pour avoir, par exemple, anticipé la théorie marxiste de la lutte des classes, qui ne sera pas acceptée en France, avant qu'elle ne soit adoptée par les guédistes et les syndicalistes, tout à fait à la fin du XIXe siècle. La maxime favorite de Robespierre, je cite, « Le riche est l'ennemi du sans-culotte », fin de citation, recèle en effet tout l'esprit de la lutte des classes.
Il suffit de transposer la phraséologie courante de 1793 en ses équivalents modernes pour reconnaître son identité avec les formules contemporaines des socialistes. De même, le slogan magique de, je cite, la dictature du prolétariat, fin de citation, dont on peut se demander s'il existe quelqu'un qui en comprenne le sens exact, s'exprimait alors par les mots de, je cite, souveraineté du peuple, et formait l'évangile de Robespierre. Je cite, le peuple, écrivait-il, doit être l'objet de toutes les institutions politiques. Les autres classes de la communauté nationale pouvaient en revanche être sans aucune représentation, ou mieux leur existence ne pas être tolérée du tout. Fin de citation. Même la théorie de l'esclavage des salariés proclamée plus tard par Marx avait déjà cours sous le règne de la terreur, et un contemporain nous en a apporté l'évidence. Je cite. Le plan des Jacobins, écrivit le démocrate Fantin Desaudowards, était de dresser le riche contre le pauvre, et le pauvre contre le riche. À ce dernier, il disait « Vous avez fait un certain nombre de sacrifices en faveur de la Révolution, mais c'est la crainte, pas le patriotisme qui en était le motif. » Fin de citation. Et au premier, il disait, je cite, « Le riche est un homme sans entrailles. Sous le prétexte de nourrir le pauvre en lui fournissant du travail, il exerce sur lui une supériorité contraire aux vues de la nature et aux principes républicains. La nature sera toujours précaire aussi longtemps qu'une partie de la nation vivra au gage de l'autre. Pour préserver son indépendance, il faut soit que tout le monde soit riche, soit que tout le monde soit pauvre. » Fin de citation. On voit donc que toute la théorie de la lutte des classes, et jusqu'au slogan qu'il affronte promouvoir ainsi que la nécessité d'abolir les relations entre capital et travail que l'on attribue habituellement à Marx, étaient des idées qui existaient en fait 25 ans avant sa naissance. Il ne fait aucun doute qu'elles sont pour l'essentiel à attribuer à Robespierre et à Saint-Just. Robespierre, comme on le sait, fut l'avocat de l'abolition de l'héritage. Je cite. « La propriété d'un individu, dit-il, doit, à sa mort, retourner au domaine public de la société. » Fin de citation. Et, bien conçu qu'il avait déclaré que l'égalité des richesses était une chimère, c'était sans aucun doute parce qu'il savait que la richesse ne peut jamais être distribuée également, et donc que la seule manière de parvenir à l'égalité était le procédé connu aujourd'hui comme la nationalisation de toutes les richesses et propriétés. Fin de citation. Ce qui nous renvoie à la dépossession de nos terres. En fait, l'ordre féodal existe encore sous une autre manière. Et plus grave encore, c'est dans les héritages. Vous le voyez, les taux d'imposition qui sont placés, suffit que vos parents aient sué pour obtenir un bien, ils ne peuvent même pas vous le vendre pour l'euro symbolique. Ça serait détourner un impôt que vous devez. Et donc, l'État viendrait vous rattraper pour prendre les 20-25%, tout dépend de la richesse et du patrimoine qui est légué. Donc vous payez quelque chose toute votre vie, et lorsque vous viendrez à le léguer, en fait, votre enfant ne pourra pas l'obtenir comme ça. Lui-même devra s'acquitter. Et c'est comme pareil pour les tombes. Il faut payer l'entretien et également pour la sépulture, bien, voyez-vous, avoir un contrat. On est toujours dans l'ordre du contrat, donc dans une société qui devient du service. Vous n'avez plus de biens, vous faites seulement de la location de services. Vous n'avez plus les terres, vous avez les murs. La voiture, c'est pareil. Vous en achetez une, mais finalement, elle ne vous appartiendra pas. Car c'est l'objectif final, et on l'observe dans plein de branches de plus en plus importantes, et des décisions qui émanent après de groupes comme le World Economic Forum, avec Klaus Schwab, et qui ont, en fait, dans la 4e révolution industrielle, indiqué ce que sera l'avenir. Je continue la suite, mais c'est pour montrer que c'est un plan de longue date, pas que ça a été peaufiné et que dans les moindres détails, c'était annoncé 200 ans avant ce qui adviendrait. Ils ont fait avec les moyens du bord de l'époque, pour leur idée de créer un homme nouveau, donc de lui enlever ses héritages de la terre, de la famille, des connaissances, et pour refonder. Et c'est l'idée même de transformer. On ne crée rien, on transforme. Lisons la suite. Tel est pour lui, dit l'éditeur de ses discours, M. Charles Velay, le sens de la révolution. Elle doit mener à une sorte de communisme. Et c'est ici qu'il se sépare de ses collègues, qu'il se singularise et qu'une résistance se forme autour de lui. Fin de citation. Le règne de la terreur fut par conséquent non seulement le fruit de l'illuminisme,
mais également le résultat logique des doctrines socialistes. Ainsi, par exemple, les attaques contre la civilisation portées durant l'été de 1793, les incendies de bibliothèques et la destruction de trésors d'art et de littérature faisaient bien partie du plan de Weishaupt, mais elles étaient aussi parfaitement conformes à la doctrine socialiste de, je cite, souveraineté du peuple. Ça ne vous rappelle pas des discours récents entre le référendum d'initiative citoyenne qui ne tient pas la route, les souverains du peuple, ceux qui appelaient à la révolution, à renverser la République pour la 6e République, comme le veut Mélenchon. Et rappelez-vous ce que disait Mélenchon. Il ne s'intéresse plus à la ruralité. Récemment, il a dit ceux que l'on doit, comme ça, apporter auprès de nos idées, ce sont ces personnes qui résident dans les banlieues. Parce que c'est par eux et c'est pour eux, entre guillemets, qu'on fait ça. Qu'est-ce qu'il entend par là, d'après vous? Qu'il faut aller échauffer les esprits. Qu'à partir de ce moment de mobilisation, c'est bon. Ils viendront à recréer des émeutes, à engendrer la destruction de bibliothèques, dont du patrimoine qui ne réapparaîtra pas. Il y a certaines bibliothèques, il n'y a pas eu des copistes pour reproduire ce qu'il y a. Il y a plein de livres qui sont anciens, déjà en mauvais état, qui ont complètement disparu lorsqu'il y a eu des incendies de bibliothèques. Au point où maintenant, dans certains endroits, ils créent carrément comme des bunkers. S'il y a le feu, au moins, ces pièces les plus importantes, les pièces maîtresses, elles seront protégées. Pour vous dire à quel point on en est arrivé. Mais là, c'est exactement la même chose. De quelle souveraineté il parle? Lisons la suite. Car pour quiconque considère que toute sagesse et toute vertu réside dans la partie la moins instruite de la population, il s'ensuit logiquement qu'il faut brûler les bibliothèques et fermer les écoles. À quoi servir en effet de former les facultés intellectuelles d'un enfant si seul le travail aux ordres de l'État est tenu pour honorable? Pourquoi civiliser si la civilisation est considérée comme la ruine de l'humanité? Il est futile de parler d'un côté des beautés de l'instruction et en même temps de préconiser la dictature du prolétariat et de condamner comme bourgeois tous les agents instruits, tous les gens instruits même. Une telle situation est inévitable lorsque les classes aisées sont soudainement détruites, soit par l'assassinat, soit par une brutale mobilisation du capital. Les socialistes se plaisent à décrire les travailleurs des industries de luxe comme des parasites. Mais évidemment, lorsqu'on tue l'animal sur lequel vivent les parasites, il faut également détruire les parasites. Peut-être que par une très lente et très graduelle redistribution des richesses, sur des dizaines d'années sans doute, les travailleurs des industries de luxe pourraient plus ou moins être absorbés dans les activités essentielles. Mais cela même reste extrêmement douteux. Accepteraient-ils de travailler pour des personnes dénuées de goût et surtout de scrupules? L'argent n'est pas le premier de tous les biens. En tout cas, la tentative d'abolir les métiers de luxe d'un seul coup ne peut. C'est inévitable qu'amener un vaste sous-emploi, car c'est non seulement les travailleurs de ce secteur qui sont réduits à l'inactivité, mais du fait de l'interdépendance de toutes les classes sociales. C'est aussi un grand nombre des travailleurs des métiers de base, dépendants des premiers pour leur gagne-pain, qui seront réduits au chômage. Toute dislocation du système industriel implique par conséquent la banqueroute nationale. Ce que l'on entend aujourd'hui, ouais non, moi je ne vais pas travailler pour 1002. Et les autres, ouais, salaud de bourgeois. Que se passe-t-il? On rejoint ce qui est dit là. Donc, ça abolit les métiers qui sont bien payés, on va dire, pour ce que c'est. Dans la fabrique de luxe, ou même dans certaines bureaucraties. Ces personnes qui gagnent plutôt bien leur vie, en général, comptent pas trop lorsqu'il faut aller en boulangerie, lorsqu'il faut aller carrément à un libraire ou dans d'autres, comme ça, commerces de proximité. Les bouchers, ils sont contents d'avoir des personnes, les smicards la plupart. Voyez-vous, c'est pas ceux qui peuvent aller en boucherie ou autre. Donc les artisans vivent en partie grâce à ceux qui ont une bonne redistribution d'argent. Si maintenant on abolit cette première sphère, que reste-t-il? Que des gens au bas niveau. Ce qui montre que ce que l'on a vu tout à l'heure, c'était soit tout le monde est très riche, soit tout le monde est dans la pauvreté. L'idée de ces gens-là, de ces socialistes, et en fait on voit derrière la main de toutes ces sectes qui sont organisées, c'est ni plus ni moins que de nous amener à un état de pauvreté où on met tout en commun et à chaque fois on tend la main vers l'État. L'État est tout puissant. Mais c'est les mêmes que vous voyez
euh, vitupéré contre un État tout-puissant, une dictature. Le fait que les gens n'aient plus leur indépendance, que l'on soit soumis quelque part à un travail salarié. Mais si on supprime le travail salarié, ben, en fait, il y aura toujours besoin de main. Et il ne faut pas se tromper et se mentir en se disant oh, c'est pas grave, on enlève le capitalisme et tout sera merveilleux, on fera 30 heures, on arrivera même à descendre de notre participation dans différentes activités et dans différents métiers. À partir de là, on aura plus de temps pour nous. C'est faux. On sera justement dans un état de précarité encore plus important, la banqueroute nationale, tout coûtera une blinde et on ne sera que des agents d'un nouveau système. On ne pourra pas se mettre en retraite de temps en temps, partir en vacances comme on le désire, parce que ça sera la grosse entité même, et ce côté universel qui dira à quelle période qui peut partir, qui doit travailler comment et combien de temps. Ce sera vraiment tyrannique. Lisons la suite. Et c'est ça qui était organisé déjà dès l'époque. Et on voit au fur des pages après qu'il y a un malthusianisme qui s'installe. Le rapport entre une surpopulation, en tout cas ce qui est considéré comme tel, des bouches de trop, des personnes inutiles, des handicapés. Tout ça, ils n'en ont pas besoin à cette époque. Aujourd'hui, avec les progrès de la science et les besoins pour les différentes expériences, ils se disent attendez, on ne va pas tout réduire à néant. On va obtenir notre cheptel et par ces différentes tares, ces problèmes de santé, on va les étudier et on pourra faire nos tâtonnements sur eux. Ah tiens, on va tester tel médicament, cette molécule. Oh, sur celui-là, on va voir comment il peut réagir sur son côté psychique. Nous sommes aujourd'hui plutôt dans un état comme ça, voyez-vous, pour créer l'humain de demain. Ceux qui voudront modeler en créant différentes castes. Celle qui sera des techniciens ouvriers, celle qui sera des techniciens plutôt bureaucrates, celle qui sera technicien. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'ils se mettent dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Même si lui a écrit ça bien après leur présence et ses idées de révolution, on voit la finalité. Puisque rappelons que la famille Huxley, avec les Orwell et bien d'autres, était quand même auprès des dynasties, auprès des profils qui sont dans ces affaires-là, qui suivent un agenda. Certes, c'est pas millimétré, tout le monde n'est pas au même rang d'information et éclairé comme peuvent l'être les 33e, si je puis dire. Et encore au-dessus d'eux, il y a peut-être d'autres sectes et d'autres ramifications dont on n'a pas connaissance. Vous voyez, c'est un tunnel qui en ramène à un autre. Eh bien, lisons la suite, pour comprendre pourquoi ce renversement. Et à l'époque, je tiens juste à faire une parenthèse, je disais chez une personne où j'intervenais à l'époque sur sa chaîne, que ce qui nous avait conduit à toute cette situation avant même mai 68, à la dépravation, à la perte de famille, à l'évincement des repères, c'était la dissociation de l'État et de l'Église. Et en fait, on remonte même à avant, et on voit qu'il y avait déjà des correspondances, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est un nom spécifique, où l'État demandait aux autorités si elle avait ou non le libre arbitre, hein, si elle avait la possibilité de passer une loi, voyez, ou d'organiser un changement. Ça, c'est révolu maintenant. C'est l'Église qui se soumet quelque part à ce que l'État dit, à la République. Mais ça a été opéré comment? Ils ont renversé les rois, comme on le voit justement dans ces idées de révolution, de ces conflits triangulés. C'était de renverser l'Église, faire que la population devienne de plus en plus athéiste, et comme ça, que les gens également, par esprit d'opposition et d'anticléricalisme, ils viendraient à, pourquoi pas, toquer à la porte des loges, oui, pour obtenir de nouvelles revendications, et pourquoi pas eux-mêmes être dans un esprit d'avoir mis une pierre à l'édifice. Vous voyez, ce renversement, ce pas vers plus de science. Et d'ailleurs, il y a un livre que je vous lirai, là je l'ai de côté, c'est justement pour démonter tous les mythes sur les races, sur la craniométrie, enfin sur plein d'idées de Lombroso, à comment on pourrait dire, à Mengele et bien d'autres. Vous voyez, c'est jusqu'à ces docteurs fous, jusqu'à ces chercheurs qui vont dans le morbide et qui sont capables
de tout faire, voyez, même l'horreur, en pensant qu'ils font avancer la connaissance et que c'est au nom du bien commun qu'ils agissent, et Opération T4 et bien d'autres. Et dans ce livre, il y avait une partie 2 sur le Christ. Ceux qui sont attaqués en tant que médecins, justement, au nom de la science, avec ces découvertes toutes récentes de l'anatomie, de la biologie, de la meilleure compréhension de comment fonctionne un corps avec ses organes, à dire des tas d'atrocités sur le Christ. D'accord? Il y a juste un passage qui m'a marqué, c'est quand il dit Ishu bar Yosef. Christ, enfin Jésus, fils de Joseph. Parce qu'il dit, nous quand on revient en termes scientifiques, on ne peut pas changer les prénoms. Vous voyez, ça ne se fait pas. Et ça, j'ai quand même apprécié cette partie. Après tout le reste de ce qui a été dit sur une maladie que le Christ aurait eue, sur le côté qu'il pouvait à des périodes avoir des grandes faims, et puis à d'autres, justement, comme dans la tentation du désert des 40 jours, ne pas manger parce que tout relevait d'un état de santé avant même qu'il y ait cette dimension mystique, euh, messianique également. Je vous lirai ces passages. Mais je conclurai quand même par une condamnation de l'auteur parce que je ne suis pas en accord avec ce qu'il a dit sur 3/4 de ce qu'il porte. Mais on voit que dans la continuité de ces sectes-là, de ce lavage de cerveau des jeunes générations en leur faisant oublier qu'il y avait quand même des racines chrétiennes en France et en Europe, que le Christ est magnifique par ce qu'il a fait, par le message qui a été porté. Également les apôtres étaient à côté, accompagnants. On a une histoire. Je veux dire, le socle du christianisme, côté de la civilisation catholique. Il y a des inventions, il y a des beautés, il y a des tentatives comme ça d'améliorer les conditions de l'homme, de la société. Puis il y a des échecs. Bien évidemment, il y a des erreurs aussi, que ce soit pour les fiançailles, pour le mariage, pour d'autres actions, le travail ou non des gamins. Il y a en effet des erreurs, mais c'est là où c'est fort. C'est que l'Église a su se corriger au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'il y a les écrits canoniques, ce qui ne peut être changé, trompé et tronqué, et puis il y a à côté l'ordre humain, celui qui tente de se mettre en œuvre. Vous voyez, d'établir une architecture pour tenter qu'on puisse cohabiter et qu'on évolue quand même, mais avec des parts de morale. Vous voyez, l'éthique, savoir mettre des freins quand il faut, ne pas accélérer droit dans le mur, et esquiver certains obstacles, se réinterroger sur là où nous en sommes arrivés. Et tout ça, c'est balayé. Donc quand il y a plus ces espaces de limitation et quelque part de barrières où, attention, là on ne franchit pas, c'est la ligne rouge. Vous voyez, c'est cette frontière où on doit se limiter quand même, ne pas se confronter à Dieu, se prendre même pour Dieu, ça disparaît. Et c'est là où on en obtient l'homo novus, cet homme nouveau qui monte dans la société, apprécie avoir des connaissances sans jamais se rabaisser auprès des autres. Vous voyez, il veut toujours être le premier en concurrence, et puis en même temps dire que la société ne va pas et qu'il pourrait la changer. Et ça conduit le tout à l'homo deus, cet homme qui est devenu nouveau et qui veut devenir son propre Dieu. Tout ça par le socialisme. Parce qu'on rappellera que l'histoire même d'aller civiliser les contrées les plus reculées avec ses tribus, c'est du socialisme, c'est du gauchisme. Le fait de ne pas faire travailler les gamins, c'est du socialisme, ce qui est une bonne chose. Mais maintenant, les avoir poussés en fait, à être derrière des cours d'école où ils ne retiennent rien, parce qu'ils sont gavés, parce qu'en en fait, ils sont blasés d'aller en cours, c'est encore pire. À la différence du môme qui allait aider un peu sa famille dans le champ ou qui allait s'initier à un travail, sans qu'il faille le pousser à une productivité, à des heures spécifiques, bref, un peu de rigueur, mais sans abuser de la chose, on les a transformés en feignants, en des êtres qui ne savent plus ce qu'ils veulent pour l'avenir. Et ça a ouvert la voie à quoi? Eh bien, la perversion, cette hypersexualité. C'est là où on voit que c'est méticuleux, c'est travaillé. Sans qu'on puisse observer toutes les facettes de ce qu'ils sont en train de nous jouer, d'une maquette qu'ils ont construite, on en cerne quand même certains éléments. On le voit. Donc je vais vous lire la suite.
C'était quand même une longue parenthèse, mais c'était pour vous dire que je ne m'étais point trompé sur justement cette séparation de l'Église et de l'État avant même d'avoir toutes ces lectures que j'ai aujourd'hui, hein. Il y a une certaine époque, on peut dire que j'étais le dernier de la classe, entre guillemets. Alors, j'ai jamais été parmi les meilleurs. J'étais médium, quoi, on va dire. J'étais pas un grand lecteur. Les cours de français, ça ne m'intéressait pas forcément. Bon, les cours de mathématiques, un peu plus. Les cours d'histoire, un peu, mais pas plus que ça, vous voyez. Et c'est en sortant de ces cursus, une fois qu'on n'est pas obligé de manger tout ce qui nous est donné, et puis d'une certaine façon, avec un narratif qui nous mène droit vers les Occidentaux, les méchants, les autres, les gentils, l'Église et toutes ses erreurs, on commence à se rapproprier l'histoire. On comprend, on fait ses propres recherches sans aller dans l'idéologie, vous voyez, dans le dogmatique en se créant quelque chose de nouveau, en disant oh, tiens, ça je prends pas parce que c'est un peu trop sombre pour mon histoire. Non, il faut aussi voir justement les erreurs. La beauté de l'humanité, c'est que l'homme est fragile, l'homme est pécheur par essence. Voilà pourquoi il sera toujours dans le côté de l'imperfection. Alors pourquoi vouloir tendre à son opposé, voyez, c'est-à-dire élargir notre prisme, nous mener à être de meilleurs hommes. Une version augmentée sans trafiquer sa biologie. Ne serait-ce que déjà en connaissance, en posture, en soins pour sa santé, en évitant les dépressions, euh, et les mouvements de haine, de colère, de guerre et de tout ça. Mais c'est déjà en fait ce qu'apportait la religion quasiment. Il manquait encore quelques détails, mais c'est parce que l'objectif de Dieu, c'est pas de dire à l'homme tout ce qu'il a à faire. Sinon, nous ne serions que des automates. Il n'y aurait pas le libre arbitre. Donc, il a donné les grandes lignes, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, être déjà dans l'honnêteté, et à partir de cet engagement-là, essayer de grandir et de participer à ce que forme la civilisation humaine. Mais bien évidemment, des sectes se sont introduites, des subdivisions de celles-ci, et aujourd'hui, à ces combats contre le Christ. Voilà d'ailleurs pourquoi la maçonnerie a eu tout intérêt à déplacer des populations avec une religion ou deux religions pour venir en Europe. Premièrement, on commence par une religion un peu plus antérieure, celle qui va mépriser les chrétiens par ce qui peut être porté par une voie talmudiste. Et comme ils ne sont pas assez nombreux et qu'ils ne peuvent point nous renverser et nous balayer, il leur fallait un adversaire un peu plus nombreux, un adversaire peut-être plus puissant qu'eux, qui osera se revendiquer contre la chrétienté, ouvertement, mais qui saura tromper les chrétiens, puisque reconnaissance du Christ, enfin pas vraiment, parce qu'ils changent le prénom pareil et le mettent sous une autre forme. La tromperie est là. Et ce qui est incroyable, c'est que là je tire encore en longueur un petit peu, ce n'est plus une parenthèse maintenant, c'est carrément des propos ajoutés en plein milieu, c'est Maximus le Renaissant. Ce type qui a comme ça une haine viscérale des Juifs, sans comprendre et sans dénoncer ce qu'étaient véritablement les sectes judéo-maçonniques, s'il veut en parler comme tel. Pourquoi ne pas donner des références bibliques, des références également par rapport à la synagogue de Satan dont je vous parle, sinon les références livresques, au lieu de se livrer toujours à une sorte d'ad hominem en attaquant les gens pour ça ou pour ci, sans savoir citer des noms, des références historiques. Et plus grave, quand on retrouve ce même type de personnage à vouloir faire une alliance des croyances. Hein, je vous ai mis tout à l'heure un petit message. Je vous laisserai aller le consulter dans la partie communauté. Je veux dire, il faut être fou pour se dire chrétien et sacrifier cette dimension de Yeshua bar Eloi, si on veut, Jésus fils de Dieu, ou Yeshua bar Yosef. Il faut être dérangé pour ne même pas reconnaître son sacrifice à la croix. Et peut-être tomber dans les travers d'un livre que je vous lirai qui viendrait carrément à vous dire que lorsque le Christ se fait perforer, ce n'est pas le cœur. D'ailleurs, c'est étrange parce qu'il est mort beaucoup plus vite que les deux autres qui étaient crucifiés à ses côtés. C'est bandits en question. Enfin, il y a un autre nom spécifique pour ça.
et où les Romains, lorsqu'ils ne décédaient pas assez rapidement, venaient leur trancher les jambes. Mais le Christ, ils n'y ont pas tranché les jambes, puisqu'il était déjà, euh, du point de vue de ceux qui étaient face à lui, décédé. Donc, pour s'en assurer, ils lui ont tranché, non d'ailleurs pas au niveau du cœur, mais plutôt au niveau du flanc, ce qui ramène à la côte. Et là, après, le médecin explique la seule poche d'eau, entre guillemets, euh, et de sang qui aurait pu après être dû avec euh, en fait, il y avait une éponge en bas qui était dans, un, dans du vinaigre, il me semble, avec un alcool spécifique que les Romains buvaient. Et donc, ils lui ont fait boire, et en fait, à cause d'une déglutition, apparemment, c'est ça qui aurait enclenché. Enfin, c'est tout un tas d'hypothèses. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Qui renvoie après à certaines symboliques. Mais de là, en arriver, hein, parce que c'est comme ça que c'est présenté, où là, on est dans le blasphème, hein, clairement. C'est de dire que le Christ était tuberculeux. Voilà l'insolence et voilà les blasphèmes, les horreurs qui ont pu être sorties par certains docteurs pris au sérieux. Et dont certains vont dénoncer Lombroso et bien d'autres, César Lombroso, hein, on en reparlera, et accepter ce blasphème. C'est comme ce qu'on observe actuellement dans les Jeux Olympiques. Là, en cette année 2024, on a vu qu'ils nous parlent de Dionysos, mais même si c'était Dionysos comme ils le disent, il faut savoir qu'en France, il a existé des sectes à l'ordre, à l'effigie de Dionysos, donc fils de Zeus, dans ce côté festif de la dépravation, surconsommation de drogue, de vin, de femmes, voire jusqu'à faire des actes avec des animaux. Voilà ce que représente, et manger également du cannibalisme, voilà ce que représente Dionysos, une démesure totale. Donc que ce soit ça, ou bien, moi ce que j'ai vu en parallèle, la scène qui en devenait obscène par ces trans et ces personnes dans un total affront et rediffusée en plus à la télévision publique, financée avec les deniers publics, c'est vous dire que c'est pour une réussite. De nous faire blasphémer parce que même si on ne veut pas, quand il y a certains journaux et je crois que c'était France Inter qui avait invité un mec qui faisait de la guitare et qui insultait Jésus. Ça, c'est avec notre argent. Donc, même sans le vouloir, ils nous font participer à leur horreur. Lorsqu'ils font des caricatures, c'est pareil. S'il y a des subventions ou autres, malheureusement, de notre main, nous avons participé, puisque nous payons les impôts comme les autres. C'est là où ça en devient honteux et on ne peut comprendre comment toute la religion catholique s'est carrément affaissée en France et où les représentants, que ce soit au niveau des diocèses, que ce soit les clergés, que ce soit bien d'autres encore, n'aient pas ouvert leur bouche et carrément mobilisé les millions de chrétiens que nous sommes pour faire cesser ces dépenses, dire à la rigueur, si vous voulez être blessant, faites-le mais dans l'ordre privé, en tout cas dans des entreprises privées, pas avec l'argent public. Que vous ayez dans votre immonde république reconnu le droit au blasphème est une chose, que vous la financiez par nos propres mains en est une autre. Mais malheureusement, chacun est occupé à ses petites activités. J'ai tiré un peu en longueur, c'est vrai, mes propos, mais il y a tout un intérêt à ce que je les tienne. Vous comprendrez à la suite hein, de toutes les lectures que j'ai en parallèle, hein, parce que je ne peux pas tout présenter, je suis un humain, mes journées font 24 heures et j'ai des activités à côté, j'ai ma petite vie aussi, donc vous vous doutez, j'essaie en tout cas de faire au mieux. Hein. J'ai toujours dit qu'il y ait une personne, 10, 100, ça revient au même, les contenus resteront de cette qualité. Je ne fais pas le menteur comme certains. Non mais vous savez, je vous donne que 10% de ce que j'ai, et si vous payez en privé, non, ça c'est du mensonge. D'accord? Moi je vous étale, je vous donne ce que j'ai déjà acquis jusqu'à ce jour. Reprenons la lecture. C'est précisément ce qui arriva en France, et ce qu'admettent eux-mêmes les écrivains socialistes. Malon, dans son Histoire du socialisme, illustre cette situation en décrivant une scène de rue à Paris que rapporte Michelet en ces termes. Je cite. La Révolution devait ouvrir la carrière aux paysans, mais en revanche, elle la ferma à l'ouvrier. Le premier dressa l'oreille aux décrets qui mirent en vente les biens du clergé. Le second, silencieux et sombre, renvoyé de son atelier, errait toute la journée en se croisant les bras. La condition des ouvriers de l'industrie était en outre aggravée par la législation de la terreur. Non seulement la loi Le Chapelier contre les unions professionnelles avait été confirmée et sévèrement appliquée par le comité de salut public sous la domination de Robespierre, mais en sus,
Les travailleurs étaient dorénavant obligés de travailler beaucoup plus qu'avant. Ce point, systématiquement tu par les historiens, constitue l'une des principales ironies du temps et illustre la méthode ingénieuse avec laquelle les prétendus avocats de la souveraineté du peuple parvinrent à duper le peuple sur leur propre agissement. Sous prétexte d'abolir les usages obsolètes et les superstitions de l'Ancien Régime, les travailleurs furent privés de tous les jours fériés, dont ils jouissaient auparavant en l'honneur des saints ou des fêtes de l'Église. Ça ne vous rappelle pas ce qui se passe actuellement dans les débats où on nous parle, au nom de la laïcité, de peut-être enlever certains jours fériés puisque c'est une représentation à l'Église et que 1905, séparation Église et de l'État. Déjà à l'époque, ils tentaient et ils avaient fait abolir certains jours en l'honneur des saints et des fêtes de l'Église. Sous la monarchie, non seulement ces jours de fête étaient chômés, mais également le jour suivant, et l'on ne travaillait pas non plus le dimanche ni le lundi. En substituant au dimanche le décadi, c'est-à-dire un jour tous les 10 jours, et en faisant seulement une demi-journée chômée, les nouveaux maîtres de la France ajoutaient 3 jours et demi de travail par quinzaine. Le résultat annuel est monté et est montré dans un amusant article du Moniteur du 9 septembre 1794 intitulé Paresse nationale, dont sont extraites les lignes suivantes. Je cite. Pâques, Noël, la Toussaint, les fêtes de la Vierge, celles du roi, de Saint-Martin, des 50 000 saints patrons des paroisses et des prieurés, toutes ces fêtes et leurs lendemains ont été supprimés en renvoyant les saints de leur niche et tous les prêtres de leurs confessionnaux. Il ne nous reste plus que 36 dimanches, c'est-à-dire les 36 décadis de l'année, qui ne représentaient chacun qu'une demi-journée fériée. La Révolution a consacré au travail au moins 120 jours que le pape et son fils aîné, titre donné au roi de la France, laissaient à la France paresseuse. Cette paresse nationale était une taxe sur la misère, une taxe qui diminuait les revenus de l'État et accroissait les dépenses de charité, de l'assistance et des hospices. La permission de travailler est une charité qui ne coûte rien au trésor public, mais qui lui rapportera des fonds considérables. Tout est désormais nouveau en France. Le temps, l'humanité, la terre et la mer. L'année républicaine donne au travail 4 mois de plus que l'année papale et monarchique. Il n'est pas nécessaire de croire au principe de Cacagne comme remède au sous-emploi pour comprendre que le résultat d'une semblable législation fut de réduire le nombre de bras requis et de laisser sur la touche une vaste réserve de travailleurs, permettant aux employeurs d'imposer leurs conditions aux ouvriers. On remarquera que cet expédient, que les États socialistes aiment à dénoncer comme l'un des maux du capitalisme, aura été pratiqué sous le régime de celui qui fit faire la première expérience de socialisme d'État, Maximilien Robespierre. Mais vers la fin de 1793, il devint évident qu'il était impossible d'absorber l'excédent de main-d'œuvre ainsi créé, car les attaques contre les villes manufacturières de France avaient porté le coup fatal au commerce, et la République devait faire face à des centaines de milliers de travailleurs auxquels elle ne pouvait trouver d'emploi. C'est alors que le comité de salut public, anticipant la théorie de Malthus, s'embarqua sur son terrible projet, écoutez bien, du système de dépopulation. À des époques, ils ont tenté de faire la dépopulation en France, quand aujourd'hui on nous vend l'immigration pour repopuler l'Europe qui en est venue à avoir une baisse démographique. Comment ? Par les guerres, par le découragement, par les divisions hommes-femmes et l'effacement des familles, bien évidemment. Et qui ils ont importé pour ça, repopuler actuellement ? 7 migrants sur 10 sont des hommes. Donc autant dire que c'est une colonisation des corps. Pourquoi d'après vous ? Parce que les hommes qui vont importer arriveront avec d'autres mœurs, d'autres cultures et surtout une autre religion. Et participeront donc à l'effacement. Au fur des générations, des cycles de reproduction, de ce que représentait la chrétienté. La grande civilisation. Pour laisser place aux ténèbres moyenâgeux. Je le dis haut et fort, et peu importe certains qui m'envoient des messages, j'ai tes coordonnées, on a ton adresse, je vous attends. Je vous attends, je vous ai déjà dit, je suis préparé. Vous ne savez pas ce qu'est un vrai martyr, je suis déjà préparé. Vous ne savez même pas ce que j'ai vécu. Donc, vos paroles, vos agissements n'impressionneront personne. Par contre, il faudra en répondre auprès du Créateur. Alléluia. La suite. Que ce plan ait véritablement existé est un fait indéniable.
Compte tenu de la surabondance des témoignages de l'époque, dans mon livre sur la Révolution française, j'ai cité sous ce rapport pas moins de 32 témoins, tous révolutionnaires, et depuis j'ai encore trouvé le fait corroboré par les lettres d'un Anglais du nom de Redhead York, qui voyagea plutôt en France en 1802, et s'enquit particulièrement de cette question auprès du peintre David, l'ami de Robespierre. Je cite. Je lui demandais s'il était vrai que le projet avait été envisagé de réduire la population de France au tiers de son nombre actuel. Il répondit que cela avait été discuté très sérieusement et que l'auteur du projet était Dubois-Crancé. Fin de citation. Dans un autre passage, York indique, je cite, Monsieur de Métairie m'assura qu'à l'époque des tribunaux révolutionnaires, il avait été sérieusement envisagé de réduire la population française à 14 millions d'habitants. Dubois-Crancé fut un distingué et enthousiaste partisan de cette politique humaniste et philosophique. Fin de citation. On notera une contradiction entre les nombres indiqués. La population française étant à cette époque de 25 millions d'habitants. La proposition de la réduire au tiers aurait consisté à la ramener à seulement 8 millions environ. La différence tient à l'énoncé du projet. La réduire d'un tiers ou la réduire au tiers, une confusion due évidemment à York, mais c'est précisément sur ce point aussi que divergèrent les opinions des acteurs de la terreur. On apprend en effet que Dantonel, du tribunal révolutionnaire, fut l'avocat de la première solution, la plus modérée, mais que celle de réduire la population à 8 millions, c'est-à-dire au tiers, fut celle généralement soutenue par les leaders. Cette politique était rendue nécessaire, non seulement parce qu'il n'y avait pas assez de pain et d'argent, ni de biens à répartir, mais qu'après la destruction de l'aristocratie et de la bourgeoisie, il n'y avait pas assez de travail pour tous. Aux yeux de Maximilien Robespierre et de son conseil, dit Babeuf, je cite, la dépopulation était indispensable parce que le calcul avait été fait que la population française était excédentaire par rapport aux ressources du sol et aux besoins de l'industrie utile, c'est-à-dire qu'avec nous, les hommes étaient trop nombreux pour pouvoir vivre dans l'aisance, qu'il y avait trop de bras pour exécuter les travaux essentiellement utiles. Et voici l'horrible conclusion que puisque la population superflue s'élevait à tant, il fallait donc sacrifier une portion de sans-culotte, que ce résidu pourrait être éliminé dans une certaine mesure, et que des moyens devraient être trouvés pour cela. Fin de citation. Ça, c'est avant la Première Guerre mondiale. Plus d'1 million de Français tués. Avant la Deuxième Guerre mondiale, pareil, des millions de Français tués. C'est quelque part dans la poursuite du malthusianisme. Ces mêmes idées à l'époque, de correspondance, de personnes qui tenaient des conférences ou étaient écrivains, qui mènera des Hitler à se radicaliser, à se dire qu'il faut une expansion. Sauf que tous ces discours de l'époque, tenus par des docteurs, des scientifiques, des chercheurs, des analystes, des personnes qui, comme ça, établissent des prospectives, étaient erronés, puisqu'aujourd'hui, nous sommes 8 milliards sur Terre. Que la France est quasiment au triple de la population de l'époque. Certes, nous avons eu des nouveaux outils. Nous bénéficions de machines plus productives. Nous épuisons au passage les terres. Mais pour vous, s'il y a eu ce projet à une époque, vous pensez qu'aujourd'hui il est tombé en désuétude et que c'est archaïque, c'est bon, on ne retournera pas dans ces travers de se dire qu'il y a trop d'humains sur Terre. Pourtant, ce qui est étrange, c'est que parmi les très riches personnes, ceux qui veulent justement changer le monde, on retrouve des philanthropes tels George Soros, qui créent des déstabilisations, ou encore des Bill Gates, qui expliquent qu'il y a un problème avec le carbone et que la meilleure solution passera par la vaccination, et pourquoi pas de celle-ci, vu qu'on améliore la santé, réduire le taux de mortalité, mais aussi réduire le taux de reproduction. Il y a un truc que je ne comprends pas. On nous dit que nous sommes trop nombreux. Ces gens-là travaillent donc à effacer, on va dire, l'équation naturelle. Il y a des gens qui viennent à décéder prématurément d'un cancer, d'une maladie, donc on essaye de les soigner, de supprimer toutes les pandémies et tout ce qui existe. Donc on favorise que la population pullule, grandisse. Et en même temps, on vient à vilipender ce projet. Enfin, les mêmes acteurs comme ça le dénoncent de cette sorte.
Ils veulent, dans le transhumanisme, augmenter la durée de vie, mais disent en même temps que ceux qui arrivent en fin de vie coûtent trop cher, prennent trop de ressources. Donc il y a bien une contradiction. Quel discours nous devons tenir? Est-ce que l'idée d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, un cheptel de plein d'humains avec des variétés, des problèmes de santé, des psychismes différents, leur permet à l'heure actuelle d'augmenter leur expérience, donc leur connaissance pour la longévité et bien d'autres travaux encore, mais que ces derniers n'aboutiront jamais à la plus grande masse? Et en parallèle, peut-être travaille-t-il à créer des états de famine, à, comme ils le disent, même depuis la bouche d'un président, ou en tout cas agent de Rothschild, que c'est fini l'abondance. Quelle abondance il parle? Donc l'abondance, c'est profiter de la vie, des ressources qui nous sont offertes par la nature. Mais l'abondance, c'est aussi la vie en elle-même. C'est quoi? C'est fini de vivre trop vieux. C'est abondant d'être... la population est abondante d'ailleurs aussi. Alors, où s'arrêtera leur projet? Et là, il ne s'agit pas de tomber dans un complotisme en disant il y a les méchants. Non, c'est un ensemble. Comprenons d'ailleurs pourquoi les États ne sont pas positionnés contre les additifs alimentaires qui viennent à détruire la santé et coûtent un pognon de dingue pour ce qui sera après des industries pharmaceutiques, des médecins, des consultations. Posons-nous la question. Pourquoi il y a tant de choses qui nuisent à la santé et qui ont été légalisées, dont ils ont fait la promotion? Nous rentrer dans un état de folie, c'est l'objectif. Que l'homme ne discerne plus la réalité du faux. Donc pourquoi pas par la suite le post-humanisme? Si on lui promet et si on lui efface sa condition spirituelle, mais qu'on lui explique qu'il est que matériel, c'est un bios, le côté biologique, vous voyez, comme pour l'ordinateur, le bios, c'est, on va dire, l'origine même, ce qui permet de faire fonctionner la machine, avec après son système d'exploitation. Si on transcrit ça sur l'homme, et qu'on lui dit quelque part, tout est reprogrammable ou mieux transférable, que lui peut vivre dans l'immortalité dans une des meilleures conditions dans l'informatique. Qui viendra à s'opposer à ça? Combien d'hommes franchiront le pas de se faire supprimer biologiquement pour être dans l'informatique, puisque nous sommes trop sur Terre? L'altruisme doit être présent. Faites votre geste. Et on retrouvera également, je lisais un autre livre, sur certains discours religieux qui ont été promulgués pour finalement réduire l'envie de se reproduire. C'est-à-dire ne pas approcher son contraire. L'homme, la femme, l'homme. Être que dans des rapports, comme le disait Platon, République 5, auprès du bas peuple, soit l'homosexualité, soit annihiler toute envie, en fait. Comme ça, il y a moins de reproduction, moins d'êtres humains sur Terre. Séparer, ça fait partie du malthusianisme. Faire que les hommes n'aient plus envie de femmes, mais qu'ils les considèrent comme des objets. Donc, finalement, pour faire le premier pas vers une sorte de machine robot sexuelle, mais il faudrait déshumaniser la femme, la rendre trop superficielle, vous voyez, avec de la chirurgie esthétique, des formes qui n'ont plus rien de naturel. Comme ça, l'homme, en fait, s'intéresse seulement à la plastique. S'intéresse non plus à un rapport honorable, mais quelque chose de l'ordre bestial, assouvir seulement des pulsions de pulsions. Il n'entend même plus le nom, d'ailleurs. Vous voyez, s'il entend le nom, il ira vers les prostituées. Il se redirigera vers la tromperie. Pareil pour la femme. Donc à ce moment-là, c'est les rapprocher du côté mécanique. Et une fois qu'ils auront franchi ces barrières, l'homme et la machine ne faisant qu'un quelque part, allant jusqu'à s'accoupler, hein, entre guillemets, comme c'est le cas au Japon, et comme ça commence à être le cas dans plein de sociétés où les hommes et les femmes n'arrivent plus à s'entendre et à se désirer l'un l'autre, parce que trop de crimes, parce que beaucoup de mobilisation, d'associations et ce genre de choses, la détestation est présente. L'ordre naturel s'efface. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre jusqu'où je vous emmène, parce que je pourrais aller bien plus loin encore dans ma réflexion, mais je ne veux pas durer, on est quasiment à 1 heure. De base, j'étais parti pour faire un truc de 30 minutes, 45 minutes, et je tire en longueur. Allez, on lit la suite, et on finit avec ça.
L'idée répandue, présentant le règne de la terreur comme une procession de têtes poudrées marchant à la guillotine, semble étrangement naïve lorsque l'on lit les étapes réelles de cette période, lorsqu'on lit d'ailleurs ces étapes-là. C'est ainsi qu'à Paris, durant la Grande Terreur, périrent environ 2800 victimes, parmi lesquelles approximativement 500 appartiennent à l'aristocratie, 1000 à la bourgeoisie et 1000 à la classe ouvrière. Ces estimations ne sont pas une simple conjecture. Elles nous sont fournies par le registre du tribunal révolutionnaire, publié par Cambardon et Wallon, et aussi attestées par le contemporain Prudhomme. Et elles sont tenues pour exactes par l'historien robespierriste, Louis Blanc. D'après... Alors, je trouve ça bizarre, parce que pour moi, c'était Prudhon. Bon, apparemment, c'est Prudhomme. À voir. Peut-être c'est une autre personne. Le nombre total des victimes des noyades, des guillotinés, des fusillés dans la France entière fut de 300 000. Et dans ce total, les nobles exécutés représentèrent une quantité presque négligeable d'environ 3 000 en tout. À Nantes, 500 enfants du peuple furent assassinés lors d'un massacre. Et selon un témoin anglais contemporain, 144 pauvres femmes qui cousaient des chemises pour l'armée furent jetées dans la Loire. Telle fut la période au sujet de laquelle Carlyle osa nous assurer que, je cite, « Jamais les 25 millions de Français n'avaient moins souffert. » Fin de citation. Mais cette effrayante mortalité ne fut pas le seul côté terrible de la terreur. La ruine, la misère, la faim furent le lot commun, sauf pour la bande de tyrans qui avait saisi les rênes du pouvoir, et cette situation dure encore longtemps après la fin du règne de Robespierre. La conception d'une France, se relevant tel un phénix de ces débordements de sang et d'horreur, est tout aussi mythique que l'allégorie dont elle est tirée, et n'a existé que dans les esprits de la postérité. Il n'y a pas un seul contemporain ayant vécu les événements de la Révolution qui ait osé prétendre qu'elle ait été autre chose qu'un épouvantable gâchis. Seule la conspiration de l'histoire a créé le mythe. Cependant, la vérité commence aujourd'hui à percer. Ainsi, Louis Madelin, le plus impartial et éclairé des historiens modernes, a décrit la condition de la France à la fin de la Terreur en ces termes éloquents. Je cite : « La France est démoralisée. Elle est épuisée. C'est le trait final de ce pays en ruine. Il n'existe plus d'opinion publique, ou plutôt cette opinion n'est plus faite que de haine. On haït les directeurs, les membres du directoire, et l'on haït les députés, et on haït les terroristes, et ces derniers haïssent les chouans, les royalistes de la Vendée. On haït les riches, et l'on haït les anarchistes. On haït la révolution, et l'on haït la contre-révolution. Mais où la haine atteint son paroxysme, c'est contre les nouveaux riches. À quoi bon avoir aboli les rois, les nobles et les aristocrates, puisque les députés, les fermiers et les brasseurs d'affaires les ont remplacés? Que de cris de haine! Parmi toutes les ruines trouvées par le directoire et encore accrues par la ruine des partis, ruine du pouvoir, ruine de la représentation nationale, ruine des églises, ruine des finances, et ruine des maisons, ruine des consciences, ruine des intelligences, il n'y a rien de plus lamentable encore que ceci, la ruine du caractère national. Fin de citation. Partout des mendiants assaillaient les voyageurs pour demander l'aumône. Malgré la baisse de la population, le chômage était courant. L'instruction était en panne. Et du fait de la destruction de la vieille noblesse et du clergé, et que les occupants des propriétés, les nouveaux riches, étaient des propriétaires qui dépensaient leurs revenus au loin, il n'y avait plus aucun système organisé d'assistance publique. C'est ce qui amena York à déclarer, je cite, « La révolution officieusement provoquée en faveur des basses classes de la société les a fait tomber dans un état de dégradation et de malheur auquel elles n'avaient jamais été réduites sous l'ancienne monarchie. Elles ont été déshéritées, dépouillées et privées de toute ressource d'existence, autre que les défaites infligées aux nations vaincues et le rapide pillage de leurs dépouilles. » Fin de citation. Tous les leaders révolutionnaires et les écrivains révolutionnaires ont été des bourgeois, de Weishaupt à Lénine. Marx était un bourgeois, et de même Sorel. Aucun homme du peuple n'a jamais été pris et n'a pu prendre une position éminente dans ce mouvement. Mais lors de la terreur en France, comme aujourd'hui en Russie, la bourgeoisie en fut finalement aussi la victime. Je cite. « Dans cette sorte de crise épileptique dans laquelle est tombée la France, écrivit Prudhomme, non seulement les nobles révolutionnaires s'élevèrent tout particulièrement contre les nobles, mais des prêtres contre des prêtres, des marchands contre les marchands, des riches contre les riches, et même les sans-culottes, sitôt devenus juges, n'épargnèrent pas davantage les autres sans-culottes qui étaient restés parmi la foule des citoyens. Comment,
Le peuple aurait-il pu soupçonner le système de dépopulation universelle? Jusque-là, on n'avait jamais entendu parler, on n'en avait jamais entendu parler au cours de l'histoire de cette dépopulation. Cette grande doctrine, pourtant, n'était pas du tout une chimère. Elle existait. Elle était visible. Les leaders de l'opinion ne voulaient que régner sur des déserts. Fin de citation. Quelle puissance a donc pu avoir inspiré cet effrayant système? Les pages de l'histoire officielle ne laissent entrevoir aucune réponse à ce problème. Ce n'est qu'en prenant connaissance des forces secrètes à l'œuvre souterrainement qu'il est possible de comprendre comment la nation française tomba victime de ce hideux régime de terreur. À l'opinion d'innombrables contemporains de ces événements, l'illuminisme à lui seul est l'explication de ce mystère. Dès 1793, le journal de Vienne dénonça la vraie source d'inspiration qui se cachait derrière le système des Jacobins. Je cite. « Ce ne sont pas les Français qui conçurent le vaste projet de changer la face du monde. Cet honneur appartient aux Allemands. Les Français, quant à eux, peuvent revendiquer l'honneur d'en avoir commencé la réalisation et de l'avoir poursuivi jusqu'aux plus ultimes conséquences qui, comme l'histoire est là pour le prouver, furent en accord avec le génie de ce peuple de la guillotine, l'intrigue, l'assassinat, les incendies et même le cannibalisme. » Fin de citation. Autre citation. D'où provient l'éternel refrain jacobin de liberté et d'égalité universelle, de la suppression des rois et des princes qui ne sont tous que des tyrans, et de l'oppression par le clergé, de la nécessité de mesures pour détruire la religion chrétienne et pour établir une religion philosophique, refrain dont tout le monde se souvient d'après les déclarations concernant le christianisme de Mauvillon, un célèbre illuminé, et celle de Knag et de Camp en ce qui concerne la religion d'État. Fin de citation. Autre citation. D'où viendrait le fait que cela s'harmonise parfaitement avec les écrits originaux des Illuminés, s'il n'y avait pas d'alliance entre les deux sectes? D'où viendrait que le jacobinisme a des partisans partout, même dans les pays les plus lointains? Et comment expliquer que ceux-ci, pour autant que les recherches s'étendent, ont toujours été au contact avec l'illuminisme? Alors, on a Alois Hoffmann, éditeur de ce journal, qui écrivit, je cite, « Je ne cesserai jamais de répéter que la révolution a été provoquée par la maçonnerie et qu'elle a été faite par des écruaires et les illuminés. » Alors je vous avoue, je ne sais pas trop ce que sont les écruaires. Est-ce que c'est une erreur de frappe? Je ne sais pas. Que les objectifs de la conspiration étaient précisément les mêmes que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est ce que montre ce remarquable extrait d'une lettre de Quintin Crawford à Lord Auckland en date du 23 mai 1793. Je cite. « La crise actuelle est certainement la plus extraordinaire par sa nature, et parmi toutes celles que l'on peut trouver dans les pages de l'histoire, elle pourra s'avérer la plus importante de par ses conséquences. Elle risque de décider du sort de la religion et du gouvernement de la plupart des nations d'Europe, ou bien plutôt elle risque de décider si la religion et si le gouvernement doivent continuer d'exister, ou bien si l'Europe doit replonger dans un état de barbarie. Jusqu'ici, la base de la politique humaine fut la religion. L'être suprême était partout adoré et les grandes maximes de la moralité respectées. Mais alors que l'ordre civil de la société avait atteint un degré de perfection inconnu des âges antérieurs, nous voyons presque partout des tentatives mises en œuvre pour le détruire. L'athéisme s'élevant contre la religion, l'anarchie contre le gouvernement, les vagabonds contre les gens industrieux, ceux qui n'ont rien à perdre contre ceux qui jouissent de ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres ou de ce qu'ils ont acquis par leur travail. Et ce conflit en est finalement venu à se régler à la pointe de l'épée. D'un côté, nous voyons les principales puissances de l'Europe prendre les armes en défense de la religion et de l'autorité légale, et de l'autre, une multitude de barbares désorganisés s'essayant à les détruire. Fin de citation. Annexe 2. Lié à la maçonnerie, illuministe et inspiré de l'esprit juif, imbriqué dans le complot, il y avait un autre puissant facteur révolutionnaire, celui des financiers, des agioteurs et de leurs séides du Parlement imbu de l'esprit judéo-calviniste qui avait pénétré la société depuis Law, Quesnay et le mouvement économiste. Les banquiers, financiers et riches capitalistes industriels cités par A. Dauphin-Meunier dans La Banque à travers les âges, et les historiens de toute tendance, de Pierre Gaxot à Mathiez, sur les mémoires d'époque, comme ceux de Le Coulteux, de Canteleu et Rivarol, cités aussi dans Les Secrets des Dieux, publication lecture française. Ces financiers maçons, avec leurs alliés, dont le juif illuministe Croutz,
Cloutz, très proche parent des banquiers, peut-être apparemment s'interroger, hollandais van der River, et cousin germain de Proli, et leur ami dont A. Duport avait, pour se débarrasser de la monarchie très chrétienne et la remplacer, comme en Angleterre, par un régime politique qui serve les intérêts. Je pense qu'il doit y avoir une erreur de frappe. Qui serve les intérêts, eut l'idée... Ah oui, ok, d'accord. Par un régime politique qui serve leurs intérêts, eut l'idée d'utiliser les services d'organisateurs d'émeutes comme Henriot, Chabot, Fabre, Déglantine, Pache, Roux, Montmoreau et les leaders du club des Cordeliers et même de l'incorruptible Robespierre et autres jacobins liés à des agents de maisons de banques anglaises, autrichiennes, allemandes et hollandaises qui avaient des succursales à Paris. Vous m'excuserez pour ces 2-3 mots mâchés en fin de direct. Ceux qui tempèrent dans le scandale de la liquidation de la Compagnie des Indes, outre Fabre d'Églantine, déjà nommé, le défroqué Chabot de ce comité de sûreté générale, devenu beau-frère des banquiers juifs polonais Dobroczka, venu s'installer à Paris, alias Junius et Emmanuel Frey, le banquier Koch, le juif Jacob Pereira, l'espagnol Guzman, était-il le parent du comte de Tilly Guzman qui établira en 1808 la liaison entre la maçonnerie espagnole et la loge suprême de la maçonnerie de Charleston, l'âme, avec la maçonnerie anglaise des gents espagnols en révolte contre l'invasion française. Et on retrouve donc les Pereira, dont je vous avais déjà parlé, les frères même Pereira, il n'y a pas que Jacob, qui avaient francisé leur nom par la suite, qui venaient, je crois que c'était d'Espagne ou du Portugal, une de ces deux régions-là. Puis après, ils avaient investi sur les chemins de fer et tout le transport. Ils avaient quand même fait des belles révolutions. Après, à voir avec qui ils étaient en affaires. Parce que les chemins de fer, à cette époque, c'est les Pereira, c'est les Rothschild et deux autres familles. Donc sur ce qui va révolutionner le transport, la production et bien d'autres choses, le commerce, on retrouve des juifs à la tête. Donc après, on va nous dire que non, ils ne sont pas dans les affaires. Enfin, là, pour l'instant, on ne parle pas de complot, on parle de ce qui est à l'ordre de la vue de tous. Par ailleurs, parmi les plus virulents des aristocrates, membres du Grand Orient, il y avait eu les frères Lameth, juifs d'ascendance, qui entretenaient une bande d'émeutiers nommée le Sabbat. L'avocat Berkas, qui réunissait une loge de révolutionnaires, dans la maison parisienne du financier germano-strasbourgeois juif, donc Kortmann, la Révolution française de Gustave Aubry. On connaît de même le rôle révolutionnaire de Madame de Staël, la fille de Necker, de Madame Récamier, femme de financier, et du salon de Madame Tellien, fille d'un banquier espagnol. Féron, partie de ce groupe d'agioteurs, de ces hauts maçons organisateurs de la réaction thermidorienne, l'abbé Sieyès, Barras, Cambacérès et Bonaparte. La maçonnerie anglaise, comme le puritanisme de Cromwell, comme l'anglicanisme plutôt. Excusez-moi, il y a un peu de bordel dehors. Les darons qui savent pas tenir leur gosse, quoi. Putain de merde. Qui s'amusent un peu plus loin, il y a des parcs pour ça. Excusez-moi, j'ai perdu les mots. Mouvement donc d'émancipation-négation de la morale catholique par une aristocratie cupide et désireuse d'adopter les pratiques économiques juives d'Amsterdam ne pouvait que répandre les mêmes conceptions sociales, ce qu'exprima la loi, le Chapelier et le décret du port supprimant les corporations, entrave au libéralisme absolu à la loi du renard libre dans le poulailler libre. Bon, ça sera tout. Et il restait 7 pages et après on finira pour aujourd'hui. La conspiration de Babeuf. On reviendra dessus de toute façon la prochaine fois. François-Noël Babeuf était né en 1762 et au début du règne de la Terreur, il occupa le poste de commissaire à la section des approvisionnements de la commune où il encourut la vindicte du comité de salut public pour avoir publié une affiche accusant le comité d'avoir monté un plan pour pousser le peuple à la révolte au moyen d'une famine organisée et d'avoir ainsi un prétexte à des massacres. Pour ce fait, Babeuf et ses collègues de la même section furent jetés en prison à l'abbaye, mais Babeuf, considéré mentalement irresponsable, fut rapidement relâché et se remit à attaquer le parti au pouvoir qui n'était autre que celui de Robespierre, Couthon et Saint-Just. Ceci est d'autant plus remarquable que les opinions politiques de Babeuf étaient en plein accord avec celles du triumvirat et que Babeuf avait la plus grande admiration pour la Déclaration des droits de l'homme de Robespierre.
Là où il divergeait d'avec Robespierre, c'était sur la méthode pour instaurer son système idéal. Car le plan de réduire la population de 15 millions, afin de pouvoir fournir du pain et du travail aux restants, ce que Babeuf décrivit plus tard comme l'immense secret de la terreur, lui semblait exagéré. Et dans son pamphlet sur la dépopulation de la France, il dénonça les noyades, fusillades et guillotinades qui avaient décimé les provinces des méthodes, qui, dit-il, n'auraient jamais dû être adoptées. Du moins, pas avant que l'on eût tenté, par des mesures pacifiques, de gagner les paysans au républicanisme. Mais le régime qui suivit la chute de Robespierre amena Babeuf à réajuster ses vues, car les thermidoriens, dans le milieu desquels même il avait lié son sort, s'avèrent eux-mêmes des opportunistes de la pire espèce. Et le Directoire n'était pas au pouvoir depuis quelques mois, que Babeuf insulta Tallien et Fréron, et déclara que le 9 Thermidor avait été un total désastre, et que le seul espoir qui restait au peuple était de mener à bien le plan inachevé de Robespierre pour le bonheur commun. Toujours au nom du bonheur commun, le planisme est en marche, et je vous avais dit hier, puisque j'ai republié La société industrielle et son futur, le manifeste de Théodore Kaczynski, la partie 2, eh bien, à sa revendication 125, quasiment mot pour mot, on retrouve cette référence dans le livre de Nesta Webster. Incroyable. Je vous inviterai à me rejoindre aussi sur Odyssée. Je vais certainement, dans les semaines qui arrivent, faire 2 derniers épisodes sur Mein Kampf, mon combat de Hitler. On finira après avec son livre. J'aurai lu les 600 pages, un peu plus. Et je vous aurai sélectionné les passages les plus marquants, certains qui rejoignent ce qu'on croise avec les autres informations, et d'autres que l'on condamne pour leur haine viscérale de communautés sans nommer, qui sont les fauteurs de troubles, etc. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. La vérité est notre avenir. Passez une excellente fin de week-end.